Bonjour, je suis M. Caramera, je suis encadreur en physique-chimie au Centre de formation Les Leaders. Je suis également le vice-coordonnateur du Centre de formation Les Leaders. Le Centre de formation des Leaders, c'est un centre qui dispense des cours d'appui et des cours à domicile partout dans la ville de Ouagadougou et bientôt dans les autres villes du Burkina Faso. Et pour les cours d'appui, nous sommes situés à Tampui, non loin de l'échangeur du Nord, en allant vers l'hôpital Paul VI. Et pour nos jeunes, il suffit d'appeler le 72 97 38 20 ou le 78 91 95 20. Alors, pour ce matin, nous allons voir un chapitre en physique qui est intitulé Les lois de Newton. Et voilà comment nous allons procéder. Nous allons faire un résumé d'abord. Ensuite, nous allons voir des cas pratiques et enfin, nous allons faire un exercice d'application. Bien, pour comprendre ce chapitre, nous avons besoin d'adopter le plan suivant. Nous allons d'abord passer en revue quelques référentiels. Nous avons déjà vu ce que c'est qu'un référentiel en cinématique. Un référentiel, c'est un point auquel on se réfère pour faire l'étude d'un mouvement. Par exemple, si ce point, je peux prendre ce point comme mon référentiel. Et un repère, c'est quoi? C'est un système d'axes associé à un référentiel pris comme origine de ce système d'axes. Par exemple, à ce point, si j'associe au moins un axe orienté, comme ça devient un repère. Et dans ce repère, je peux étudier le mouvement d'un solide, d'une planète, voilà, comme ça. Alors, donc, nous allons voir le référentiel de Copernic, encore appelé référentiel héliocentrique. Héliocentrique parce que son origine est au centre du système solaire, ou bien tout court au centre du soleil. Et le repère associé à ce référentiel a trois axes dirigés vers des étoiles très éloignées, pris comme des étoiles fixes. Bien. Et ce référentiel est utilisé dans l'étude du mouvement des planètes, de certaines étoiles, de tout ce qui tourne autour du soleil. Bien. On peut aussi avoir le référentiel galiléen. Et en voici quelques exemples. Le référentiel géocentrique. Le référentiel géocentrique, c'est quoi? Géocentrique, ça veut dire que l'origine de ce référentiel-là est le centre de la Terre. Et il est commode pour l'étude des mouvements des satellites de la Terre. Par exemple, la Lune ou bien les satellites artificiels. On peut aussi l'utiliser pour étudier les mouvements des avions, ainsi de suite. Bien. On a aussi le référentiel terrestre, c'est le plus important ici. Le référentiel terrestre, contrairement aux deux autres que nous avons vus, a son origine à la surface de la Terre, à un point de la surface de la Terre. Ce référentiel est encore appelé référentiel du laboratoire, ce que nous choisissons arbitrairement pour faire l'étude d'un mouvement à la surface de la Terre. Bien. Maintenant que nous sommes passés en revue les référentiels, j'espère que vous avez compris. Nous allons maintenant voir les lois de Newton. La première loi de Newton, le principe de l'inertie. La première loi de Newton, c'est le principe de l'inertie. Alors, pour comprendre cette loi, nous avons besoin de comprendre quelques notions, c'est-à-dire ce que c'est qu'un système isolé, ou bien un solide isolé, ou un système pseudo-isolé, ou un solide pseudo-isolé. Un système est dit isolé si il n'est soumis à aucune force extérieure. S'il n'est soumis à aucune force extérieure. Et en réalité, ce système-là est très difficilement réalisable, j'allais dire impossible. C'est un système imaginaire. Donc, on passe à un système pseudo-isolé. Un système pseudo-isolé, contrairement au système isolé, est un système qui est soumis à des forces extérieures, à des actions extérieures, mais qui se compense. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la somme vectorielle de ces actions, de ces forces-là, est nulle. Par exemple, moi qui suis arrêté, je suis un système pseudo-isolé. Tout simplement parce que quand on prend mon poids, et associé à la réaction de la terrasse sur moi, et quand vous faites la somme vectorielle de ces deux-là, vous allez voir que ça fait 0. Cette somme vectorielle-là est nulle. Donc, je suis un système pseudo-isolé. Un autre exemple de système pseudo-isolé, c'est une brique déposée sur une table horizontale. Vous voyez que le poids l'attire vers le bas et la réaction de la table la pousse vers le haut. Donc, quand vous faites la somme vectorielle elle est nulle. Donc, c'est un système pseudo-isolé. Bien. Venons maintenant à la première loi de Newton qui est le principe de l'inertie. On dit, dans un référentiel galiléen, si un solide est
isolé ou pseudo-isolé, alors son centre d'inertie G est soit immobile si G est initialement au repos, c'est-à-dire la vitesse du centre de gravité est égale au vecteur nul, ou bien animé d'un mouvement rectiligne uniforme. À ce moment, la vitesse du centre d'inertie de ce solide-là est constante. Bien. Alors, voyons à présent ce qu'on appelle le théorème du centre d'inertie et la deuxième loi de Newton. Le théorème du centre d'inertie, le voici ici. On dit, dans un référentiel galiléen, la somme des forces extérieures appliquées à un solide est égale au produit de la masse du solide par l'accélération de son centre d'inertie G. Et on dit, en résumé, que la somme des forces extérieures est égale à M fois AG. Le théorème de centre d'inertie, ça divise un peu les professeurs. Le théorème de centre d'inertie est utilisé avec les solides qui ont un centre d'inertie, des solides qui ont un centre de gravité. Et quand vous prenez maintenant la deuxième loi de Newton, qui est le principe fondamental de la dynamique, certains l'appellent relation fondamentale de la dynamique, ça s'applique au point matériel. Et on dit, dans un référentiel galiléen, la somme des forces extérieures appliquées à un point matériel est égale au produit de la masse du point par son accélération. On dit, voilà, somme des forces extérieures est égale à MA. La seule différence est que ici c'est A et ici c'est AG. Ici c'est un point matériel et là c'est un solide. Voilà. Donc quand vous êtes en train d'étudier le mouvement d'un solide, utilisez le théorème du centre d'inertie. Et quand vous êtes en train d'étudier le mouvement d'un point matériel, utilisez la relation fondamentale de la dynamique ou encore le principe fondamental de la dynamique. Passons à présent à la troisième loi de Newton, qui n'est rien d'autre que le principe des actions réciproques. Et pour vous raconter une petite anecdote là-dessus, il y a un de mes professeurs qui disait que quand un homme dit qu'il a épousé sa femme, en réalité c'est faux. Soit il ignore le principe fondamental, le principe des actions réciproques, ou bien il est tout simplement un hypocrite, que parce qu'en réalité, au moment où tu es en train d'épouser ta femme là aussi est en train de t'épouser. C'est un peu le principe fondamental, le principe des actions réciproques. Bien. Le principe des actions réciproques dit que lorsque deux corps A et B sont en interaction, la force exercée par A sur B, matérialisée par FA sur B, est opposée à la force exercée par B sur A, matérialisée par FB sur A. On a FA sur B, c'est-à-dire la force exercée par A sur B, est égale à l'opposé moins FB sur A. Voilà le principe des actions réciproques. Très bien. Pour illustrer ça, prenons une brique qui est déposée sur une table horizontale. Qu'est-ce que la brique fait? Elle exerce son poids sur la table. Le poids P de la brique est exercé sur la table. Et en même temps, la table exerce une réaction sur la brique, comme ça, matérialisée par R. Donc, P égale à moins R. Bien, terminons maintenant par quelques étapes importantes dans l'application de la TCI, c'est-à-dire le théorème de l'énergie, du centre d'énergie plutôt, ou bien la PFD, le principe fondamental de la dynamique. Quand vous êtes face d'un exercice qui vous recommande d'utiliser la TCI, le TCI ou bien le PFD, il faut passer par les étapes suivantes. D'abord, il faut choisir le système d'étude. Le système, ce n'est rien que l'objet sur lequel vous portez votre étude. Il faut aussi choisir son référentiel. La plupart du temps, c'est le référentiel terrestre supposé galiléen. Après ça, il faut faire le bilan des forces. Le bilan des forces qui sont appliquées, des forces extérieures qui sont appliquées à votre système. Ensuite, vous écrivez la relation vectorielle, c'est-à-dire la deuxième loi de Newton, ou encore le TCI. Ensuite, vous faites le schéma en représentant clairement
les forces extérieures qui sont appliquées au système. Ensuite, il faut joindre un repère adapté à l'étude. Et ce point-là est très important. Je vais revenir sur ça plus largement dans les cas pratiques. Ce point est très important parce qu'il y en a qui placent mal le repère et qui ne s'en sortent pas. Enfin, il faut, ces deux dernières étapes-là ne sont pas obligatoires, mais ça vous aide à faciliter votre travail. Il faut donner les coordonnées de toutes les forces dans le repère que vous avez choisi. Ensuite, vous répondez à la question posée dans l'exercice. Alors, laissez-moi vous préciser quelque chose. Ici, on a dit de faire le bilan des forces, ça c'est la logique, faire le bilan des forces avant la représentation graphique. En réalité, il faut laisser un espace et faire la représentation graphique avant de revenir compléter le bilan des forces. Pourquoi? Parce que si vous dessinez, c'est plus facile pour vous maintenant de donner, de citer. Alors que si vous allez citer sans d'abord dessiner, vous pouvez faire des erreurs. Vous pouvez oublier une force ou bien vous pouvez en ajouter. Mais si, par exemple, si je suis dans une citation comme ça, je dessine. Voilà le poids, voilà la réaction. Hein, et s'il y a la réaction du support, le poids P, c'est plus facile pour moi de dire en bilan des forces, bilan, c'est le poids P et la réaction R. Donc, quelques secondes. bien. Prenons l'exemple d'une brique qui glisse sur un plan incliné d'un angle alpha par rapport à l'horizontale. Nous allons suivre les étapes que nous avons vues plus haut. Bien. On a dit qu'il faut choisir le système. Ici, le système c'est quoi? Système, c'est la brique de masse M. Bien. Le référentiel. Presque à tout moment, c'est référentiel terrestre supposé galiléen. Référentiel terrestre supposé galiléen. Je vais abréger référentiel terrestre supposé galiléen. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Le bilan des forces. Bilan des forces. Nous avons le poids P de la brique et puis la réaction R. La réaction R de la surface. Bien. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut écrire la deuxième loi de Newton, ou encore le principe, le théorème du centre d'inertie. Ici, c'est le théorème du centre d'inertie parce qu'on est dans le cas d'une brique qui a un centre de gravité. Donc, on va écrire somme des forces extérieures. Les forces extérieures, c'est le poids, plus la réaction R, égale à M fois AG. Si nous allons maintenant faire les représentations sur le schéma, le poids qui est toujours représenté de façon verticale, comme ça, le poids P, la réaction R. Ici, on suppose que la brique la glisse sans frottement. La réaction est du support. Ensuite, qu'est-ce qu'on dit?
On dit de joindre un repère adapté à l'étude du mouvement. Donc nous allons placer le repère. Le repère, il faut le placer de telle sorte que un de ces axes suive la réaction normale au plan. Donc nous allons représenter ça comme ça. Et l'autre axe là est perpendiculaire au premier. Donc, comme ça. Et nous faisons en sorte que l'origine du repère coïncide avec le centre de gravité de la rue. Maintenant, comment nous allons orienter nos axes? Il est bien d'orienter l'axe parallèle au support dans le sens du mouvement. Si la ville descend, c'est bien qu'on oriente ça comme ça, X, et puis X', et l'autre axe, Y, et puis Y'. Nous avons fait une grande partie du boulot. Bien. Maintenant, il faut faire les projections. Voilà. On va projeter comme ça. Il y en a qui projettent d'une manière à ce que l'angle formé ici là ne soit pas perpendiculaire. Ce n'est pas bien. Il faut faire en sorte qu'on ait un angle, l'angle n'est pas droit plutôt, un angle droit. Un angle droit ici. Un angle droit. Voilà. Et là j'ai P sur Y. Ok. Et ici, je me projette comme ça. Et là j'ai P sur X. À tout moment, l'angle alpha, l'angle d'inclinaison est entre le poids et l'axe normal au support. Donc, l'angle d'inclinaison est ici. Alpha. Nous avons fait la représentation graphique et nous avons placé un repère adapté à l'étude du mouvement de la incliné d'un angle alpha. Bien. Après avoir placé le repère, nous avons dit c'est bien qu'on donne les coordonnées, toutes les forces dans ce repère. Prenons le poids. Il faut d'abord noter que l'angle d'inclinaison est entre le poids et l'axe normal au plan. Donc ici. Donc, si on prend le poids P, ses coordonnées c'est Px. Quand on regarde Px, il est dans le sens, du même sens que l'axe X. Donc, il est positif, je vais écrire Px. Et Py, regardez son sens par rapport à l'axe Y. Il est opposé. Donc, il y aura moins Py. Prenons la réaction R. Sur l'axe X, la réaction R n'a pas de composante sur X. Donc, c'est 0. Sur l'axe Y, la réaction R, c'est R elle-même, et qui est orientée dans le sens de l'axe, dans le même sens que l'axe du repère. Donc, prends un signe positif. Voilà, Px, P a pour coordonnées Px et puis moins Py, R a pour coordonnées 0 et puis R. Bien. Maintenant, cherchons à voir est-ce qu'on peut encore modifier. Quand nous prenons Px, regardez, Px est ici. Nous avons un triangle rectangle qui est formé comme ça, et là aussi un triangle rectangle ici. Ici, quand nous avons notre alpha qui est ici, l'angle d'inclinaison, il est encore ici parce que cet angle et celui-là sont des angles alternes internes. Donc, alpha. Bien. Alors, sinus alpha égale à côté opposé ce qui continue. Donc, côté opposé, ça fait Px. Sinus alpha égale à Px sur P, ce qui signifie que Px égale à P sinus alpha, qui est encore égal à Mg
sinus alpha. Cosinus alpha, ici, cosinus alpha, ça fait côté adjacent qui est PY sur hypoténuse. Hypoténuse c'est P égale à PY sur P, ce qui signifie que PY égale à P cosinus alpha. P cosinus alpha est encore égal à mg cosinus alpha. Donc nous pouvons réécrire les coordonnées de cette façon. P a pour coordonnées mg sinus alpha et puis moins mg cosinus alpha. Point virgule. R a pour coordonnées 0 et puis. Bien. Une fois que vous écrivez les coordonnées des forces des différentes forces comme ça devient simple. Regardez, si nous voulons appliquer le TCI, nous allons dire quoi? Somme des forces extérieures est égale à M AG. Bien. Donc, ce qui donne P, coordonnées mg sinus alpha moins mg cosinus alpha plus R, coordonnées 0, et puis R égale à M A G, les coordonnées A Gx, c'est-à-dire la composante de l'accélération sur l'axe X, xx' et A G Y. Bien. Imaginons qu'on vous demande de calculer AGX, l'accélération. Il suffit de prendre en projection sur l'axe XX', sur l'axe XX', j'aurai, prenez cette ligne, on aura mg sinus alpha plus 0 égale à m a g x. Donc on aura ag x égale à m g sinus alpha, tout divisé par m. On simplifie les m, on aura agx égale à ag sinus alpha. Très simple. Très simple. Et ici, il faut noter que quand vous regardez le mouvement de la brique là, ne peut qu'être rectiligne. Un mouvement rectiligne. Donc c'est un mouvement qui se fait seulement sur l'axe XX'. Donc il n'y a pas de mouvement sur l'axe Y'. Donc on dit généralement que l'accélération sur l'axe Y' là est égale à 0. Donc ici, AGY égale à 0. Donc AGX est par conséquent égal à l'accélération, à l'accélération du centre de gravité de la